Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec des nouveaux records historiques au programme. Aujourd'hui, le tour d'horizon qui explique les records historiques alors que tout est loin d'aller au mieux. 2. Je vais répondre à des questions très intéressantes, très importantes qui m'ont été posées en commentaire, notamment si vous vous demandez, comme l'abonné qui a mis ce commentaire, est-ce qu'il faut attendre une nouvelle baisse pour rentrer ou est-ce qu'il faut rentrer tout de suite? Eh bien, je vais répondre à cette question, notamment l'abonné dit maintenant il faut attendre une baisse de 30% pour rentrer. On va voir si c'est vrai. Et comme d'habitude également donc le tour des indices. Tout d'abord l'explication théorique à l'évolution du jour qui, il est vrai, peut interpeller le SP500 qui prend encore 0,8% et qui gap. Ok, quand il y a un trou comme ça de cotation entre les plus hauts de la séance précédente et les plus bas de la bougie du jour, ça s'appelle un gap, c'est un signal de force. Et pour valider ce signal de force, il faut le combler. On voit bien qu'on n'a pas comblé ce gap-là, on n'a pas comblé non plus ce gap-là, on n'a pas comblé ce gap-là. Ça fait beaucoup de gaps non comblés. Mais la raison pour laquelle il y a une telle hausse, eh bien, c'est un mindset, un enthousiasme qui est absolument, incroyablement positif. Je vous rappelle que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que les chiffres de l'emploi se sont avérés bien meilleurs qu'escomptés. 30% en plus que ce qu'on attendait. Et ces créations d'emplois, ces statistiques montrent qu'effectivement l'économie va très très bien aux États-Unis, mais en même temps, cela vient repousser d'autant la perspective que Powell baisse les taux d'intérêt, parce qu'encore une fois, on baisse les taux d'intérêt pour dynamiser l'économie. Quand vous avez un emploi qui se porte bien, quand vous avez une inflation sous contrôle, quand vous avez une économie qui a une croissance qui est pas mauvaise, etc., pourquoi baisseriez-vous les taux d'intérêt? Et c'est un petit peu l'idée ici, c'est-à-dire que normalement, les investisseurs et les traders auraient dû sanctionner quelque chose comme ça, puisque jusqu'à présent, ils saluaient la baisse d'activité. Là, maintenant que ça va dans l'autre sens, ils auraient dû sanctionner. Non, ils ont décidé de saluer, comme je l'ai dit. Et bon, il y a un biais, il y a clairement ici un biais haussier qui fait que les investisseurs font feu de tout bois. Est-ce que ça va nous revenir en pleine face? C'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard et qui justifierait qu'on attende avant d'investir maintenant ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a pour partie cet état d'esprit qui est positif. Il y a aussi la fameuse chasse au stop dont j'ai parlé. Enfin bon, c'est très classique. Si vous êtes débutant, vous allez comprendre assez vite. Quand vous avez une tendance, quelle qu'elle soit, ok, et que vous décidez de spéculer à la baisse, généralement, vous mettez un stop de protection au-dessus des précédents sommets, comme ça. Ça, c'est votre stop de protection. C'est-à-dire que si les cours remontent jusqu'à là, vous décidez d'arrêter les frais et vous rachetez votre position baissière. Et il y a ceux qui le mettent ici, ceux qui vont mettre un petit peu plus large, etc., etc. Et le but du jeu, pour les haussiers, c'est de provoquer la douleur maximale chez les baissiers afin que justement, ils finissent par se racheter. Mais ce faisant, ils contribuent à la hausse. Ok, s'ils spéculaient à la baisse sur le CAC 40 ou le Nasdaq et qu'ils doivent acheter pour annuler leur trade baissier, ben ça fait monter le marché automatiquement. Et c'est ce qui donne justement cette impression qu'on monte à l'hélium comme ça. Et c'est la fameuse, voilà, je l'ai dit, c'est la chasse au stop. Hein. Ça dure pas indéfiniment. Vous avez des chasses au stop régulièrement. Là, regardez, c'était pareil. Ici, vous avez ceux qui ont spéculé à la baisse partout. Ils ont généralement mis un stop de protection par là. Et une fois qu'on est venu le déclencher, ben ça, c'était les vendeurs qui étaient obligés de se racheter dans l'urgence. Et puis après, il y a eu la correction qui était là. Donc, elle va arriver. Mais c'est très difficile de savoir où elle va arriver. Ok, mais c'est ça, encore une fois, qui explique pourquoi on monte comme ça de manière complètement funiculaire. Hein. J'aimerais maintenant revenir, j'aimerais maintenant revenir sur ce que j'ai dit hier parce que ça a suscité justement pas mal d'activités au niveau des questions qui m'ont été posées ici ou sur les réseaux sociaux. Je vous ai montré cette stratégie absolument incroyable d'efficacité, la fameuse croix dorée. Il y a une raison pour laquelle c'est le signal le plus connu. Et la raison, on l'a vu hier, c'est que les statistiques sont excessivement flatteuses. Je vous le redis, comme je suis un vieux, je marque tout dans un cahier. Donc, les statistiques étaient les suivantes.
on avait 89% de chances de faire R1, 74% de chances de faire R2 et 71% de chances de faire R3. Et on parle pas de petites variations ici, hein, puisque c'était la différence au plus bas. Et le plus bas, c'est-à-dire R1, R2, R3 étant calculé avec voilà, 22% à peu près, donc 79% de chances de faire plus 22, etc., etc., 44, 66. Et ce à quoi j'ai eu droit à un commentaire très respectueux, c'est pas la question, mais qui sur lesquels il faut revenir. C'est Bruno qui dit la hausse actuelle est construite pour faire croire que ça ne peut plus baisser, pour liquider les positions acquises en avril. Ils ont besoin de trouver des pigeons pour acheter leurs papiers. On atteint maintenant des niveaux de cherté du marché qui sont des préludes à une très grosse baisse. Cela vaudrait le coup de le tester et par conséquent de mettre en garde des risques d'acheter au plus haut. Moi, ma petite sœur, je lui dirais d'attendre une grosse chute, 30% avant d'acheter. Est-ce qu'il faut attendre une baisse de 30% avant d'acheter? Ou est-ce qu'il faut acheter maintenant alors que les marchés sont absolument chers? D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils sont chers? Selon les ratios traditionnels, la réponse est oui. Mais maintenant, je vais prendre l'ami Bruno à la lettre et dire, ok, on attend une baisse de 30% pour acheter. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières fois? Ah bah c'est facile. Désolé pour le chien, dès que je parle de baisse, il est pas content, Dash. Ok, on va attendre 30% de baisse et on regarde ce qui s'est passé. J'ai mis des petites flèches vers le bas lorsqu'on a perdu 30% sur le SP500. Là, la dernière fois, c'était le Covid. On a perdu plus de 30%. Après, on a perdu plus de 30% là, 2008, crise des subprimes. Ok. Et là, éclatement de la bulle Internet. Déjà, vous voyez, c'est des noms qui fleurent l'événement historique, hein. Éclatement de la tech, crise des dettes souveraines et subprime, et là, Covid. Ok, après, il n'y a rien eu pendant 15 ans, et on remonte à 1987, là, la fameuse crise des années 80 qui a été extrêmement documentée dans beaucoup de films. Après, il faut remonter à 1975. Après, il faut remonter à 1970, etc. Bon, tout ça, c'est la période Nixon, Vietnam, etc. Et puis après, en 1962. Bref, ce que je suis en train de dire, encore désolé pour le bruit derrière, ce que je suis en train de dire, c'est que en 70 ans, c'est arrivé 7 fois. C'est-à-dire qu'en moyenne, et on est bien d'accord, les moyennes, ça veut rien dire. La moyenne n'existe pas, c'est un truc mathématique. Mais en moyenne, c'est arrivé une fois tous les 10 ans. Et la dernière fois que c'était arrivé, c'est arrivé pendant le Covid. Alors si vous êtes bon en maths, il ne vous aura pas échappé que c'était pas il y a 10 ans. C'est arrivé ici, Covid, en 2020. Et si tout se passe, on va dire de manière statistique, eh bien ça serait pas avant 2030 qu'on aurait une baisse de 30%. Ou si vous préférez, encore 5 ans à attendre. Si on monte jusqu'en 2030 et qu'après ça baisse de 30% et que l'on rentre à ce moment-là, il y a fort à parier pour que l'on rentre plus cher que maintenant. Parce qu'en 5 ans, on peut prendre énormément de terrain. Vous comprenez déjà le problème. Alors certains diront, ah ouais, mais 30%, c'est pas ce que je voulais dire. Moi, je voulais dire une grosse baisse, quoi, 20%. Faut attendre une baisse de 20% et puis faut rentrer à ce moment-là. Ouais, sauf que, ça y est, on les a perdus, les 20%. C'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Jusqu'au 7 avril, on a perdu, comme ça, dans la baisse, 21%. Donc ça y est, ça vient de se produire. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Solution numéro 1, on reste campé sur ses positions et on se dit non, je ne rentrerai pas avant une baisse de 30%. Et on peut attendre 5 ans statistiquement. Encore une fois, à un moment où on a une révolution technologique avec l'intelligence artificielle, au moment où il y a des deals qui peuvent se faire, qui vont rééquilibrer le commerce international, etc., etc. Parce que la situation actuelle n'est pas spécialement pourrie non plus, hein. Ou alors,
on se dit non, j'attends simplement de rentrer après une baisse de 20% et elle vient de se produire. Donc voilà, j'ai de leçons à donner à personne. Je ne connais absolument pas l'avenir, pas plus moi qu'un autre d'ailleurs. Mais ce que je sais, c'est que attendre de manière extrêmement prudente que ça baisse avant de rentrer, ça se fait à un coup. Et moi, je me rappelle très très bien que lorsque j'ai acheté par 2 fois, je suis pas en train d'essayer de me vanter, etc. C'est pas du tout le cas. Je sais jamais ce qui va se passer. Je fais des paris et cette année j'ai de la chance. C'est vraiment de la chance. L'année dernière j'avais pas beaucoup de chance. Cette année j'ai beaucoup de chance. C'est comme ça. Mais j'ai acheté sur les plus bas 2 fois. Hein, j'ai suffisamment parlé. C'est monté. Voilà, c'est tout. On peut pas savoir ce qui va se passer. Ok. Alors j'en profite aussi parce qu'il y avait d'autres messages qui ont été laissés qui étaient très intéressants et sur lesquels je voudrais m'appesantir aussi. Alors ça c'est Titoine qui dit merci Trado, il est vrai que généralement le CAC est suiveur des US. Je suis sur les US depuis 2 ans, mais est-ce que tu pourrais de temps en temps envisager l'euro-dollar car il mange les plus-values? Et ça c'est totalement vrai. Et j'avais posté un truc en ce sens. Sur le réseau, enfin sur YouTube, alors, il faut que je le retrouve du coup, pardon. Je suis vraiment désolé, je sais pas ce qu'il a, Dash aujourd'hui. Voilà, j'avais posté ça sur YouTube dans l'onglet Post. Et regardez. Bon, vous le verrez en allant directement sur l'article, c'est dans l'onglet communauté de YouTube. L'ETF normal a pris 21% depuis les plus bas. Pendant que l'ETF hedgé, c'est-à-dire avec l'euro-dollar qui est fixé en quelque sorte, ok, est revenu sur les sommets à plus 27%. Autrement dit, celui qui a pris un ETF normal SP500 a gagné beaucoup moins que celui qui a pris un ETF hedgé qui a quasiment gagné 30%, je sais pas mon calcul mental, mais à peu près 30-40% en plus. Ok, et ça il faut le savoir. Alors je vous ai mis dans les commentaires justement les différents easing si vous voulez savoir, mais on pourra jamais savoir à 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans s'il faut prendre une version hedgée ou pas hedgée. Est-ce qu'il faut tenir compte en gros de l'évolution de l'euro-dollar ou pas? Personne ne sait. Ok, il peut se passer n'importe quoi. Donc malheureusement, c'est une réalité. Un mauvais choix d'actifs, selon qu'ils soient hedgés ou pas sur l'évolution des devises, peut vraiment ruiner votre performance. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous savez pas ce qu'il en sera dans 5 ans, dans 10 ans, et ce qui était un mauvais pari aujourd'hui peut être un excellent pari dans 10 ans. Il n'y a pas de solution miracle par rapport à ça. Et dernier article, c'est non, c'est pas un article. Dernière question qui m'a été posée, des remarques. Alors ça m'a fait un petit peu peur. C'est Camille qui dit il est 17h35 et la bourse vient de fermer. C'était une journée de folie, Trado. J'ai acheté sur ton signal de ce matin que j'ai écouté à moitié dans le gaz à mon réveil. J'ai pris 3000 et beaucoup d'émotions fortes aujourd'hui. Alors, merci Camille de m'associer à ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui mérite d'être précisé. C'est l'unité de temps et l'horizon de temps. Le truc que j'ai backtesté hier, cette fameuse croix dorée, c'est un signal de moyen-long terme. C'est-à-dire que les résultats ont été donnés et obtenus parfois 5 ans après. Ok, c'est pas du tout un trading de court terme. Et là, avant qu'on atteigne l'objectif que j'ai fixé par le backtest, on pourrait très bien attendre, encore une fois, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ça ne préjuge en rien de ce qui allait se passer aujourd'hui ou demain ou sur le courant d'une semaine ou d'un mois. Je donne un autre exemple. Regarde ici ce magnifique croisement M50 M200 qui a eu lieu ici en 2023 et qui a permis à terme de gagner au maximum, je fais ça à la louche, au maximum 50%, 48%. Ça n'a pas empêché que dans ce laps de temps, eh bien, le même SP500 qui a pris 50% a lâché 10% ici, qu'il a lâché 6% 6 mois plus tard, qu'il a encore lâché 10%
l'année dernière. Ok, donc il faut vraiment faire attention quand on fait un backtest. Ça n'a généralement pas à voir grand-chose avec ce qui va se passer à très court terme. On peut très bien prévoir une augmentation de 3% et entre-temps perdre 1 ou 2% sans que cela remette en cause le scénario global. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bon voilà, j'ai beaucoup digressé, j'en suis désolé, mais c'était des éléments qui étaient à mon sens importants. Si vous voulez acheter le SP500, moi je pense qu'acheter maintenant c'est trop compliqué, c'est monté trop vite, on sait pas. Là on va prendre des portes de salon bientôt. La seule chose qui justifie à mon avis que l'on achète le SP500, c'est qu'on attende que ça corrige un petit peu, ok. Au moment où ça rebondira ou pas, on achète stop de protection par exemple sur la structure haussière. Ou alors on joue la croix dorée. Dans ce cas, le stop de protection, ben, il est très large. Hein. C'est de l'investissement de moyen long terme. Hein. C'est du trading de position. Hein. Donc parce qu'on se dit ouais ça va corriger à un moment de 10%, 12% peut-être, mais bon c'est pas grave, je mets mon stop de protection loin. On a vu que ça peut arriver. Si vous voulez spéculer à la baisse, super dangereux aussi parce que vous êtes en train de vous mettre en face d'un train en espérant qu'il arrête juste avant de vous toucher quoi. Il y a pas de résistance puisque par définition on est sur des records historiques. Donc moi j'attendrai un petit peu avant de spéculer à la baisse. Hein. Mais vous pouvez le faire, vous pouvez vous dire ok même pas mal, je spécule, je mets un stop large, super large ici. Si vous dites voilà j'accepte de perdre 1% ou 2% ou ce que vous voulez de mon capital si on va là. Et je vais renforcer petit à petit. Attention, c'est pas de la moyenne à la baisse, c'est du lissage. Et dire voilà, je prends 3 positions, ok, si ça veut vraiment pas pour une raison ou une autre, eh ben, je perdrai 1, 2 ou 3 ou 4% de mon capital. Mais vous ajoutez la perte de ça à votre stop de protection et ça ne doit pas dépasser quelque chose que vous avez fixé à l'avance. C'est un truc que je faisais quand j'étais orienté dans ce genre de trading, ça fonctionne, hein, mais il faut être super rigoureux. Le Nasdaq, puis mes vidéos sont longues. Pareil, gap, machin, etc. Si vous voulez spéculer à la hausse, c'est exactement la même chose que ce que j'ai dit. Vous attendez que ça revienne. Vous achetez, stop de protection là, par exemple, pour avoir stop de protection super large à cause de la croix dorée. Et pareil pour le trade baissier. Et le CAC 40 qui rebondit aussi. Okay, qui rebondit aussi, croix dorée, machin. On est toujours en ligne pour atteindre l'objectif donné par le twist de l'Ishimoku que vous connaissez bien si vous êtes des habitués du format. L'objectif, vous mettez 50% sur le twist, comme ça, paf, et ça veut dire aller chercher 8250. Ça fonctionne toujours, c'est toujours en cours. On verra ce que ça donne. Et pour les trades baissiers sur le CAC 40, c'est pareil, c'est un peu compliqué. Moi, j'attendrai que ça... Soit vous attendez que la structure devienne baissière, vous attendez que ça casse, pullback, vous spéculez à la baisse, vous pariez sur un retour de la baisse, ou alors vous attendez éventuellement qu'on s'approche de là, trade baissier, stop de protection dessus. Voilà, oulala, c'est long. Excellente journée. Je compte terminer ma boutique ce week-end pour le club des tradosauriens et vous aurez tous les formats que vous pourrez vous procurer normalement. Je bosse dur dessus actuellement. Normalement, ce week-end, ça devrait être bon. Vous pouvez commencer déjà à jeter un œil. Vous avez le lien pour aller voir la boutique et participer au club des tradosauriens juste en dessous de la vidéo. Excellente journée. À demain pour la mise à jour.